à tous, j'ai pas de toutes. Bonjour à tous. Mes chers collègues, nous devons d'abord procéder à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à exclure les heures supplémentaires du calcul du revenu fiscal de référence, qui sera examinée en commission mercredi prochain. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la journée des séances réservées à un ordre du jour fixé par le groupe Droite républicaine, le jeudi 6 février prochain. Je suis saisi de la candidature de Corentin Le Fur. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. S'il n'y a pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Nous devons aussi également procéder à la nomination d'un co-rapporteur sur le rapport d'information relatif au dysfonctionnement dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences, qui avait été engagé dans une précédente législature et qui était rapporté par notre collègue Christine Pires-Beaune et M. Robin Reda. Christine Pires-Beaune avait déjà été renommée rapporteur. Je suis saisi de la candidature pour travailler avec elle de David Amiel comme co-rapporteur. Y a-t-il d'autres candidats ? Non. Donc, s'il n'y a pas d'opposition, David Amiel est désigné co-rapporteur. Nous sommes maintenant conduits à examiner ce matin une enquête que la Cour des comptes a effectuée à la demande de notre commission sur proposition du groupe Renaissance et qui porte sur la mobilisation des fonds européens en matière de recherche. Cette demande avait été formulée sous une précédente législature et l'enquête a été transmise en décembre. Monsieur Philippe Hayet, président de la section à la 3e chambre de la Cour des comptes, qui vient nous présenter ses résultats. Et je l'en remercie. Monsieur le Président, pendant une quinzaine de minutes, je vous cède la parole. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les députés membres de la Commission. La Cour des comptes, comme le disait votre Président, réalisée à la demande de la Commission des finances, au titre de l'article 58.2 de la LOLF, vous connaissez bien, une enquête sur le financement européen de la recherche française. C'est une question au cœur de l'actualité, puisque au cours de ce semestre, les négociations du futur programme pluriannuel de recherche de l'Union européenne, le 10e programme de ce genre, vont s'engager. Les enjeux sont particulièrement importants pour la compétitivité de l'économie européenne, comme le montre le rapport remis par Mario Draghi en septembre dernier, qui montrait le décrochage de l'Europe par rapport aux principales économies de la planète, notamment dans le domaine de la recherche. J'ai aujourd'hui donc le plaisir de vous présenter brièvement, en l'absence du président de la 3e chambre, M. Nasser Meda, qui est empêché, les grandes lignes de ce travail qui vous a été adressé, conformément à nos engagements, en décembre dernier, et qui résulte d'une enquête que notre Chambre, responsable notamment du suivi de l'enseignement supérieur et de la recherche, a réalisé au cours de l'année 2024. Ce rapport, qui résulte de votre demande qui avait été exprimée le 7 novembre 2023, est intitulé « La mobilisation des fonds européens en matière de recherche, un effort à accentuer ». Il couvre la décennie 2014-2024. Il est centré sur la manière dont notre pays tire parti des programmes pluriannuels de recherche de l'Union européenne, les deux programmes que sont Horizon 2020, pour la période 2014-2020, le 8e programme donc, et Horizon Europe, pour la période en cours, 2021-2027, qui est le 9e programme cadre de recherche. Je suis pour cette présentation, accompagné de mes collègues, Olivier Mousson, conseiller maître, qui a été le rapporteur général de cette enquête, Stéphane Jourdan, conseiller référendaire, Lisa Ménez, qui est une de nos data scientists, qui a travaillé sur cette enquête, et Henri Guénaud, qui est conseiller maître et qui a été le contre-rapport de cette enquête et qui connaît bien, je crois, les bancs de votre Assemblée. Cette enquête est le fruit d'une approche qui repose d'une part sur des analyses de données de masse effectuées par nos data scientists à partir des bases de données de la Commission européenne et d'autre part d'un travail d'enquête conduit auprès des administrations françaises concernées et des acteurs nationaux de la recherche. Ce sont ainsi une vingtaine d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur, une vingtaine d'organismes nationaux de recherche et plusieurs acteurs en lien avec le monde de l'entreprise, dont la liste figure en annexe du rapport, qui ont été interrogés par l'équipe chargée de l'enquête, cette équipe ayant en outre bénéficié d'un déplacement à Bruxelles auprès de la Commission, enfin des services de la Commission et de notre représentation permanente. Alors quel est le constat ? Le constat est que les résultats sont plutôt décevants de capacité à mobiliser les fonds européens de recherche. Les résultats obtenus en effet par la France en termes de mobilisation de ces fonds européens au profit de la recherche nationale sont décevants, notamment en regard des espérances conçues en 2018
lors du lancement par le gouvernement d'un plan d'amélioration de la participation française au dispositif européen de financement de la recherche et de l'innovation, qui répondait au sigle compliqué du PAPF, le PAPF 2018. Comme l'a montré le rapport Draghi, cette situation prend place dans un contexte de décrochage européen en matière de recherche, avec des dépenses en Europe qui progressent moins vite qu'ailleurs et qui ne figurent plus désormais qu'au 3e rang mondial, derrière les États-Unis. Et vous avez évidemment vu les déclarations du nouveau président américain de ces derniers jours, et derrière la Chine. En Europe même, la France tient une position médiane, avec 2,20% seulement de son PIB consacré à la recherche, soit moins que la moyenne européenne, qui est de 2,27%. Elle ne figure qu'au 8e rang des États, donc en pourcentage du PIB. À l'aube des années 2000, l'Union européenne avait pourtant adopté, vous vous en souvenez, la stratégie de Lisbonne, qui visait à faire de l'économie européenne l'économie de la connaissance, la plus dynamique et la plus compétitive du monde. Depuis lors, le soutien à la recherche occupe une place importante dans la stratégie de l'Union, mais sans que cela permette d'atteindre à ce stade l'objectif cible, qui était de consacrer 3% du PIB à la recherche et au développement. Le principal dispositif mis en place par l'Union pour soutenir cet effort de recherche est donc le programme Horizon, ou les programmes Horizon. Horizon Europe, qui est en cours, donc, qui a prévu de distribuer 95,5 milliards de crédits européens sur la période 2021-2027, c'est-à-dire à peu près 13,6 milliards d'euros par an en moyenne. Et donc ce programme prend la suite du programme Horizon 2000, qui comprenait, lui, un peu moins, 76,4 milliards de crédits sur la période 2014-2020, soit environ 10,9 milliards par an en moyenne. Pour ces deux programmes qui ont été analysés dans le cadre de notre enquête, le premier étant en cours, la France figurait au 3e rang en volume, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec 11% de fonds mobilisés pour le seul programme Horizon 2020. Un léger progrès relatif, lié évidemment au Brexit, lui a permis de capter 12% des fonds européens et de figurer désormais au 2e rang pour Horizon Europe, toujours derrière l'Allemagne, mais à égalité avec l'Espagne, qui connaît une progression. Nous sommes encore loin du pourcentage de 17% qui correspond de manière générale à la contribution française au budget de l'Union européenne. Alors ce sont des calculs qui nous rappellent un peu la Grande-Bretagne de Mme Thatcher, mais si nous étions à l'égal, pour que vous ayez un ordre de grandeur à l'esprit, des 17%, ce sont des pourcentages qu'aucun État n'atteint, au lieu des 12% que j'évoquais, eh bien c'est à peu près 550 millions d'euros de crédits supplémentaires dont nous pourrions bénéficier. Et je rappelle que 550 millions d'euros, c'est à peu près une tranche de LPR. Une tranche annuelle du budget, de votre budget, consacré à la loi de programmation sur la recherche. Cette performance n'est pas non plus, de manière relative, au niveau du potentiel de la recherche française, tel que mesuré par la population des chercheurs, car la France ne figure qu'au 7e rang en termes de financement européen obtenu par chercheurs. Nous observons également que la performance française est inégale selon les piliers d'Horizon Europe, il y a 3 piliers, et selon les acteurs concernés. Si les grandes entreprises françaises, les grands organismes nationaux de recherche, comme le CNRS, et les grandes universités de recherche parviennent à tirer leur épingle du jeu, les acteurs de taille plus modeste ont des difficultés pour mobiliser les fonds européens, certains renonçant même à candidater. Si les résultats obtenus sur le pilier 3, qui est consacré à l'innovation, sont bons, si ceux du pilier 1, consacré à la recherche fondamentale, sont satisfaisants, ce sont ceux du pilier 2, qui est relatif à la recherche appliquée, qui sont les moins satisfaisants, y compris dans des domaines cruciaux comme ceux du climat, de l'énergie et de la mobilité, ou du numérique, de l'industrie et de l'espace. Ce pilier 2 nécessite en effet de nouer des partenariats internationaux entre la recherche publique et le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des consortiums, en langage bruxellois, deux mondes, l'entreprise et la recherche publique, qui n'ont pas suffisamment l'habitude en France de se côtoyer et de travailler ensemble. Cette contre-performance française est d'autant plus pénalisante que la majorité des crédits du programme Horizon Europe, c'est-à-dire 53,5 milliards sur les 95,5 que j'évoquais, sont consacrés au pilier 2. Donc le pilier 2, c'est vraiment l'essentiel du programme Horizon Europe. Alors, il ne faut pas désespérer, jamais. Et donc, il existe des pistes d'amélioration selon nous. Et donc, le message de la Cour, à la lumière de l'analyse des multiples raisons de ces performances décevantes, est qu'il est possible d'accentuer l'effort et que ces pistes d'amélioration existent dans 4 domaines que je vais rapidement vous présenter et qui figurent dans le rapport. D'abord, l'organisation du dispositif français de pilotage doit être améliorée. Force est de constater, notamment à la lumière de la mise en œuvre tardive et timide des actions prévues par le plan que j'évoquais, le PAP de 2018,
dont un bilan a été tiré par le ministère de l'Enseignement supérieur en fin 2023, que la Direction générale de la recherche et de l'innovation, la DGRI, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, peine à piloter efficacement le dispositif. Il est vrai que cette direction n'a plus de directeur général depuis juillet dernier. L'approche est trop centralisée, trop centrée sur le monde académique, insuffisamment attentive aux résultats, comme en témoigne le suivi du PAP, et sa dimension interministérielle est insuffisante. Le comité de suivi du PAP a été débandé, vous le lisez dans le rapport, assez rapidement. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est un mal français, si je peux le dire, que souvent de lâcher la proie et une fois qu'un plan est conçu, de ne pas être attentif à sa mise en œuvre. Pour y remédier, donc, la Cour propose de renforcer le rôle du secrétaire général aux affaires européennes, le SGAE, pour la coordination interministérielle, de donner davantage de responsabilités à l'opérateur BPI-France sur le pilier 2, bien sûr. Alors BPI-France, vous connaissez bien cet opérateur, c'est l'un des 4 opérateurs de la mission France 2030, hein, donc il intervient déjà dans ce champ. Pourquoi ? Parce que BPI-France est un interlocuteur naturel des entreprises, et nous proposons également de s'appuyer davantage sur les dispositifs mis en place par les régions, notamment à travers les pôles de compétitivité qui ont été créés en 2004. Pour confirmer l'ambition de redressement, il paraît en outre nécessaire de mettre en place sans tarder un nouveau plan d'action national succédant au PAP, comme le souhaitait d'ailleurs en novembre encore l'éphémère ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne sais pas du tout ce que l'actuel gouvernement envisage de faire dans ce domaine. Je n'ai pas vu de déclaration publique. Et nous proposons enfin de faire évaluer annuellement les résultats de ce plan par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES, qui lui aussi n'a plus de dirigeant depuis l'automne 2023. Deuxième piste, des efforts pourraient être accentués pour améliorer l'influence française à Bruxelles dans le domaine de la recherche. C'est un peu une antienne et ça n'est pas propre à la recherche. Il s'agit d'un sujet qui dépasse donc de loin la seule mobilisation des fonds européens de recherche, mais qui revêt une importance particulière au moment des négociations du futur programme pluriannuel de recherche. De ce point de vue, le levier des experts nationaux détachés, les END, pourrait être mieux exploité et une plus grande attention pourrait être portée à la participation française au comité des programmes qui joue un rôle essentiel, on le sait, en amont pour la définition des thématiques du pilier 2 qui sont finançables donc par le programme Horizon Europe. Donc être présent et être présent en amont. Troisième piste, les candidatures françaises aux projets européens doivent être mieux accompagnées. Cet effort doit concerner la recherche publique en donnant aux chercheurs les moyens d'appui administratif nécessaires pour construire leur candidature et ensuite pour gérer l'exécution des contrats de recherche obtenus. Nos travaux en cours sur le CNRS, nous travaillons sur le CNRS pour publier un rapport en principe au mois d'avril prochain, montrent les marges existantes pour l'allègement des charges administratives pesant sur les chercheurs et sur leurs besoins d'accompagnement, notamment au sein du millier d'unités mixtes de recherche, les UMR, que compte notre pays. Des tentatives de mutualisation des moyens d'appui, comme celle que nous avons étudiée, qui est présentée dans le rapport autour de l'université d'Aix-Marseille, produisent des résultats positifs. L'effort doit aussi concerner le monde de l'entreprise, qui doit être mieux accompagné, mieux informé au plus près du terrain des opportunités existantes. Enfin, les chercheurs doivent être davantage incités à aller à l'Europe, vers l'Europe. Les travaux de la Cour montrent que les fonds disponibles en France pour la recherche fondamentale à travers les appels à projets de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui ont une nature proche des projets financés par le Conseil européen de la recherche au titre du pilier 1 d'Horizon Europe, et pour la recherche appliquée à travers les programmes de recherche de France 2030, dont certains ont une nature proche des domaines couverts par le pilier 2 d'Horizon Europe, ont pu avoir un effet dissuasif pour des chercheurs qui préfèrent candidater aux dispositifs nationaux, jugés plus faciles d'accès qu'aux dispositifs européens. Nous avons mis en évidence, et nous avons une annexe détaillée sur le plan, un effet d'éviction, en effet, des financements nationaux relativement abondants pendant une période par rapport aux financements européens. Mais l'avenir sera probablement fait différemment. Pour corriger cela, dans un contexte où, malgré l'existence d'une loi de programmation de la recherche, la pérennité des financements nationaux de celle-ci ne peut être assurée, la Cour propose de mettre en place, lorsque cela est pertinent, bien sûr, ça ne vaut pas pour toutes les disciplines, une obligation préalable de candidature à des projets européens avant de solliciter les guichets nationaux. Elle propose aussi de renforcer les dispositifs d'incitation et de soutien des jeunes chercheurs dont la notoriété est nécessairement moindre que des seniors pour candidater à de tels projets.
En conclusion, afin de favoriser une amélioration de cette situation, la Cour a formulé, au terme de la présente enquête, 6 recommandations principales que je vais vous rappeler. La première porte sur la mise en place, dès ce semestre, d'un nouveau plan d'action national pour l'amélioration de la participation française au dispositif européen de la recherche et l'organisation d'un suivi de ce plan. La deuxième recommandation vise à confier, dès ce semestre, au SGAE la responsabilité de présenter au Premier ministre un bilan annuel des actions engagées par les ministères en matière de mobilisation des fonds de recherche, des fonds européens de recherche, car j'ai cité à plusieurs reprises le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais évidemment, d'autres ministères sont compétents, même en matière de recherche civile. Par exemple, le ministère de l'Agriculture est également impliqué dans des programmes bénéficiant des fonds européens. Troisième recommandation, faire réaliser dès cette année par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur une évaluation annuelle et publique de la mobilisation des fonds européens en matière de recherche et d'innovation. Quatrième recommandation, confier à BPI France, à compter de cette année, la responsabilité du pilotage des points de contact nationaux, parce qu'il existe des points de contact nationaux, des PCN, du deuxième pilier d'Horizon Europe relatifs aux entreprises et de ceux du troisième pilier. Cinquième recommandation, mettre en place à compter de cette année un dispositif imposant dans les secteurs pertinents une obligation préalable de candidature au financement européen avant de pouvoir solliciter les financements nationaux de recherche. Et enfin, dernière recommandation, nous proposons d'encourager dès cette année les jeunes chercheurs à candidater aux fonds européens par des incitations multiples, telles notamment que des primes ou des avancements de carrière. Parmi les divers sujets requérant une attention prioritaire des autorités publiques et de votre commission, j'ai en mémoire l'intervention de notre Premier président d'hier après-midi, nous nous permettons de souligner l'urgence du sujet qui vous est présenté aujourd'hui, car le prochain programme cadre 2028-2034, appelé à ce stade FP10, donc le 10e programme cadre, doit en principe faire l'objet d'une proposition de la Commission au plus tard le 1er juillet prochain, avant d'être soumis au Parlement européen l'année prochaine. Dans une perspective souhaitée de réarmement global de notre pays, la France doit et peut améliorer sa panoplie en matière de financement de la recherche, et nous espérons que notre diagnostic et ses recommandations vous permettront de contribuer utilement à cette mobilisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et je demeure avec l'équipe de magistrats qui m'accompagne à votre disposition pour vous apporter des précisions éventuelles sur cette enquête que vous avez bien voulu nous confier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous disposons de 2 co-rapporteurs concernant le budget de la recherche. Je ne sais si l'un des deux souhaite prendre la parole. Monsieur Henriet, Monsieur Boulou, les deux successivement. Monsieur Henriet, vous avez la parole. Je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président de la Troisième Chambre de la Cour des comptes pour son exposé liminaire. Je pense que c'est important de pouvoir évoquer ce sujet ce matin, notamment en prévision également de la remise en place des débats budgétaires que nous aurons sur le volet de la recherche. La Cour des comptes donc le rapport de la Cour des comptes relatif aux fonds européens en matière de recherche met en lumière une situation préoccupante que vous édifiez dans votre rapport. Si la France se distingue positivement sur certains aspects du programme Horizon Europe, notamment l'innovation, le pilier 3, ses performances demeurent insuffisantes pour le pilier 2 consacré à la recherche appliquée et la compétitivité industrielle. Cette situation est d'autant plus alarmante que ce pilier représente une part importante des financements disponibles et répond à des enjeux stratégiques pour notre économie. Le principal obstacle réside dans l'insuffisance de structures d'accompagnement pour aider nos entreprises à accéder à ces financements européens. Contrairement à nos voisins, la France ne dispose pas d'un interlocuteur unique et clairement identifié capable de mettre en relation les entreprises innovantes et les acteurs de la recherche publique. La constitution d'un consortium international, une condition essentielle pour répondre aux appels à projets, demeure un frein majeur pour nos PME, nos ETI, qui manquent de ressources et de réseaux nécessaires. Face à cette situation, la 4e recommandation du rapport préconise de confier à BPI France le pilotage des points de contact nationaux des 2e et 3e piliers. Cette suggestion est très pertinente et j'insiste sur l'importance de maintenir une échelle régionale
dans la gouvernance pour favoriser les interactions entre les industriels et BPIFrance. Le renforcement du rôle des universités locales sera également essentiel pour assurer une collaboration plus étroite avec le milieu académique. Une telle approche pourrait permettre d'atteindre des objectifs de performance plus ambitieux, à l'instar des modèles réussis comme l'INSERM Transfert ou INRAE Transfert, qui concentrent à eux seuls plus de 20% des retours français sur ces fonds européens. Cependant, je souhaite exprimer des réserves concernant la 5e recommandation qui propose d'imposer une obligation de candidature au financement européen avant de pouvoir solliciter des financements nationaux de recherche. Cette mesure ne risque-t-elle pas de décourager certains acteurs, en particulier les PME et les structures moins équipées, et de réduire ainsi notre impact global sur ces programmes stratégiques ? Vous l'avez compris, l'objectif est véritablement commun pour pouvoir faire en sorte d'atteindre cet objectif, ce que vous citez, de 17,5%, ce qui est le retour normal, si je puis dire, des finances et de la contribution de la France sur ces fonds européens. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Président. Oui, alors merci de votre soutien à notre 4e recommandation. Je ne développe pas, sauf s'il y avait d'autres points sur ce rôle des acteurs, et notamment de BPIFrance. Alors sur la 5e recommandation, nous ne voulons pas punir les chercheurs, bien entendu. L'idée, c'est d'ailleurs qu'ils aient connaissance, c'est aussi pédagogique, des possibilités. Ça suppose, mais c'est une autre affaire, et nous l'évoquons dans le rapport, une simplification des conditions d'appel à projet, c'est-à-dire qu'il faudrait converger entre les dispositifs nationaux de type ANR et les dispositifs européens. C'est d'ailleurs, je crois, l'ANR a un plan propre pour cela, donc ça présuppose évidemment une simplification des conditions d'appel. Et puis naturellement, comme nous le faisons valoir, c'est dans les matières où il y a des financements comparables. Il y a des secteurs qui ne permettent pas, enfin qui ne sont pas couverts, si je puis dire, par les fonds européens. Voilà. Donc c'est une incitation qui peut paraître comme une incitation négative. Elle a comme contrepartie des incitations positives qui font l'objet d'une autre recommandation, avec une sorte de prime, enfin de bonus, si je puis dire, à cette démarche. Et en effet, le principe que nous posons, mais au moins pour le débat, c'est de créer une forme de subsidiarité en disant il faut peut-être que d'abord nous considérions qu'il existe, dès lors qu'en plus ça a des vertus que vous rappeliez vous-même, celle des consortiums internationaux, c'est pas juste une question financière. Bon, il est utile qu'il y ait une sorte d'incitation sous cette forme-là pour que ces skis, ces consortiums, ces projets communs, pour que nous puissions répondre à l'environnement international que je décrivais. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose. Henri, tu veux ? Oui, je voudrais revenir sur cette recommandation numéro 5 que nous avons faite à partir d'une réflexion du SGAE. Si on veut changer les comportements, il faut trouver une règle simple qui permette de peser sur ces comportements. La règle simple, c'est de faire de la nécessité d'aller d'abord demander à l'Europe des fonds avant de demander des fonds nationaux. Il ne s'agit pas naturellement il s'agit d'une condition nécessaire. Il ne s'agit pas de sanctionner ceux qui auront reçu une réponse négative de la part de la Commission européenne. Il s'agit de faire en sorte qu'avant de puiser dans le Trésor national des financements de la recherche, on s'oblige à aller chercher des fonds disponibles ailleurs. Si on ne les trouve pas, alors les guichets seront ouverts. Voilà, c'est évidemment pour la Cour, c'est une façon de mettre dans la réflexion de la représentation nationale cette idée. Vous en ferez ce qui vous semblera utile d'en faire, mais il nous a semblé qu'elle était utile dans le débat sur ce sujet. Voilà. Je voudrais rajouter une deuxième chose qui me paraît très importante pour la compréhension de notre sujet, c'est que il y a les entreprises. Alors vous parliez du découragement éventuellement des PME, mais il y a l'autre volet qui est celui des chercheurs eux-mêmes et de leur capacité à soumissionner à des appels d'offres, à des appels à projets européens. Il faut bien comprendre que nos chercheurs aujourd'hui ne sont presque plus financés que par des appels à projets nationaux ou européens.
et que s'il y a des domaines dans l'État où il faut supprimer des fonctionnaires et des agents administratifs, il y a des domaines comme celui-ci où, au contraire, il faut en créer pour permettre aux chercheurs à la fois de chercher et de ne pas reculer devant la masse de travail administratif que représente la réponse à des appels à projets et ensuite la gestion de ces projets au fil du temps. Donc voilà, autant cette remarque et la proposition 5 se place beaucoup plus du point de vue des chercheurs que du point de vue des entreprises. Mais si on ne résout pas le problème des chercheurs et à la fois de leur incitation à aller chercher de l'argent auprès de la Commission européenne et de leur incitation en général à répondre à des appels à projets, notre sentiment est que nous ne débloquerons pas fondamentalement le système. Il faut les accompagner, les aider et les inciter par un principe qui n'est qu'un principe général, qui souffre toutes les exceptions qui seront nécessaires, mais poser ces principes comme des principes généraux nous a paru nécessaire pour ouvrir le débat de façon sérieuse. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Notre collègue, monsieur Boulou, souhaite-t-il intervenir? Oui, alors en fait, je ne savais pas qu'on interviendrait à ce moment-là. J'avais préparé plutôt mes questions pour après, mais je peux les poser maintenant. En tant que co-rapporteur, j'aurais eu les mêmes pour mon groupe. Hein. Ça ne changeait pas beaucoup. Vous êtes libre, mon cher collègue. Voilà. Je vais rebondir sur cette histoire de candidater au programme européen. Donc, vous avez bien présenté du coup cette proposition en disant qu'elle ne serait pas coercitive, enfin dans le sens où ça n'est pas une punition, mais pour améliorer ça et pour le rendre effectif dans les faits, est-ce que vous pourriez présenter des exemples de bonnes pratiques mises en place par des organismes de recherche afin d'inciter leurs chercheurs à candidater au programme européen et quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être généralisées sur cette recommandation? Je vais compléter par une autre question également, parce que je rebondis aussi sur ce que disait M. Guénaud. Vous évoquez dans le rapport un plan de simplification des procédures de l'Agence nationale de la recherche annoncé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur le 14 mars 2024. Et c'est vrai que la charge administrative que représentent les candidatures est en effet une source de préoccupation pour les chercheuses et les chercheurs que nous avons auditionnés avec mon collègue. C'est quand même quelque chose qui revient souvent. Quand on les a auditionnés dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, ça revient beaucoup. Donc, quels seraient, selon vous, les principaux axes de simplification nécessaires? Estimez-vous que les appels à projets occupent une place trop importante dans le paysage actuel de la recherche? Et enfin, je finirai par une autre question. Vous rappelez dans le rapport l'importance que revêt la recherche fondamentale, qui est soutenue via le pilier 1 d'Horizon Europe. Alors que le programme cadre s'oriente de plus en plus vers un soutien à la recherche appliquée et à l'innovation, donc moins en fondamental, comment garantir l'équilibre actuel? Ne craignez-vous pas que les négociations du prochain programme n'aboutissent à la remise en cause de cet équilibre? Merci. Merci monsieur. Alors je vais m'appuyer sur mes collègues qui vont être plus précis que je ne saurais, mais pour répondre à vos questions, monsieur le rapporteur. Alors sur la question des bonnes pratiques. Alors nous avons plusieurs exemples dans le rapport, peut-être qu'on peut en retenir un, et je vais demander à un de mes collègues de vous l'exposer. C'est la mutualisation que l'université que j'ai citée d'Aix-Marseille a pu monter en créant une unité particulière qui vient au soutien d'autres entités. Alors on pourrait citer d'autres organismes, les grands organismes de recherche que vous citiez, l'INSERM, l'INRAE, évidemment le CNRS. Il y a clairement une possibilité qui demeure de mutualiser. En effet, la compétence dans ce domaine, c'est une compétence administrative. Il faut connaître les processus, il faut pouvoir les traiter, et il y a un effet d'expérience. Plus on en fait, plus on est à l'aise, évidemment, plutôt qu'une fois de temps en temps. Et donc l'idée, c'est de mutualiser. Mais je laisse peut-être l'un de mes collègues, je ne sais pas si Olivier ou Stéphane souhaitent préciser l'expérience d'Aix-Marseille. Olivier. Oui. Nous sommes d'accord. Le problème de l'accompagnement et le problème des simplifications liées à l'accompagnement est essentiel. On ne peut pas faire de recommandations à l'Union européenne, comme quoi il faudrait simplifier davantage les procédures. Et c'est vrai que les procédures européennes sont encore plus compliquées que les procédures françaises, ce qui explique d'ailleurs
que les chercheurs vont plutôt au niveau français qu'au niveau européen. Cela dit, cette pratique d'appel à projet ne va pas changer. Au niveau européen, ça je crois pas qu'il y ait... Et même au niveau français, quand on dit qu'il y a un rapport d'abord de 1 à 13, entre le budget européen et le budget français en matière de recherche, le budget français, c'est pas que des appels à projets, c'est avant tout des salaires et des frais de fonctionnement. Donc il faut incontestablement développer les mesures d'accompagnement. Ça a été un peu ça avec Aix-Marseille, et l'ANR a financé des structures d'accompagnement des pôles régionaux ou locaux comme Aix-Marseille Université avec succès. Et l'idée est vraiment au plus près des chercheurs, au plus près des écosystèmes régionaux ou locaux, d'avoir des personnels spécifiques, même des personnels formés pour accompagner, qui connaissent bien les rouages européens et pour accompagner ces laboratoires et ces entreprises, et également créer potentiellement des consortia, parce que justement ils auront permis de regrouper des chercheurs publics et des chercheurs privés. Parce que c'est vraiment le problème numéro un, c'est le lien, on voit bien avec le pilier 2, c'est le lien entre la recherche publique et l'innovation dans les entreprises. Et mis à part quelques grandes entreprises privées, il est clair que ce n'est pas une PME qui va monter un consortia avec plusieurs pays, avec plusieurs laboratoires. Ça ne peut être soit un grand ONR ou une grande université, soit une grande entreprise. Voilà. Donc il faut continuer à accompagner les chercheurs. Et puis après, on a parlé tout à l'heure, inciter davantage les jeunes chercheurs à penser à l'Europe. Voilà. Compléter les réponses à vos questions. Alors, sur le fardeau administratif, la simplification, oui, il y a des pistes concrètes. Nous avons, et là je cite un travail que malheureusement vous ne pouvez pas encore connaître, qui est le travail en voie d'achèvement sur le CNRS, qui est assez représentatif quand même de l'ensemble des charges administratives qui pèsent sur nos chercheurs publics, en tout cas. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités du point de vue de la forfaitisation d'un certain nombre de dépenses. Et à contrario, on a vu, et vous verrez que le CNRS s'est engagé dans des opérations bizarres de frais de justificatifs au cours des années passées qui ont semé un peu un désarroi parmi les chercheurs. Donc tout ça, on peut aller dans cette direction. Il y a la possibilité d'utilisation du code de la commande publique de manière beaucoup plus astucieuse. Nous ne proposons pas de le changer, d'ailleurs, à ce stade. Il y a plein de dispositions que le CNRS ignore apparemment, qui sont spécifiques à la recherche, du point de vue des appels d'offres nationaux. On peut s'inspirer aussi, vous le verrez, on a travaillé sur les liens entre ce qui existe pour la recherche militaire. Alors là, il faudra peut-être adapter le code si on le souhaite, mais il y a des possibilités, encore une fois, d'alléger à la fois les formalités qui pèsent sur les chercheurs pour inviter d'autres partenaires, pour se déplacer dans des colloques. C'est vraiment les formalités de base. Et pour cela, nous sommes appuyés, mais je vais, si vous me permettez, si le sujet vous intéresse, c'est Stéphane Jourdan derrière moi qui a vraiment travaillé sur ce sujet, sur le CNRS. Nous avons sondé, interrogé les chercheurs. Et donc la remontée d'informations que nous présenterons dans quelques mois, et nous prenons nos responsabilités. La Cour des comptes pourra, le produit n'est pas encore fini, dire oui, c'est possible, c'est conforme, c'est pas simplement en invoquant des dispositions de contraintes. Donc on peut le faire, et évidemment on peut le faire, pas simplement pour le CNRS. Bon. Sur les appels à projets, alors, je crois que ce que disait mon collègue est vrai. Il y a un débat un peu théologique sur la part que représentent les appels à projets. Tant qu'ils sont lourds, si c'est une charge, un fardeau administratif, évidemment, on peut s'épuiser à des appels à projets. Ce que nous observons, d'ailleurs, pour les programmes Horizon, c'est pas tant que nous manquons de réussite, c'est que nous manquons de projets. C'est l'incitation à déposer. Et un indicateur aussi important que le taux de réussite et le taux d'obtention de financement, c'est le taux de dépôt, le taux de réponse finalement à ces projets. Alors, moi, simplement, ce que rappelait mon collègue, c'est que dans le financement de la recherche publique en France, les appels au projet, c'est un quart. C'est 25%. L'essentiel reste financé de la recherche publique par la subvention pour charge de service public.
Bon, donc à hauteur des 2/3, plus de 60%. Donc on est, voilà, il faut relativiser tout ça. On peut bouger dans un sens ou dans l'autre, mais le mode principal de financement de la recherche française publique n'est pas l'appel à projet. Et en effet, je redis aussi avec des chiffres que sur la comparaison entre le volume national de l'effort de recherche et le volume européen, eh bien, l'Europe finance des projets, nous finançons des charges de personnel. Et la dépense, vous savez ce qu'on appelle la DIRDA, la dépense intérieure de recherche et développement administrative, donc la recherche publique, c'est 71% de dépenses de personnel. Voilà, ce sont les effectifs des chercheurs et des personnels associés de nos organismes. Sur le dernier point, le pilier 1, alors je sens bien une difficulté, nous ne sommes pas des arbitres des élégances. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une force, alors raison de plus pour nous mobiliser, il y a une force presque inexorable, issue notamment du rapport Draghi, pour aller sur le pilier 2, pour renforcer encore le pilier 2. Donc la recherche appliquée, parce que ça débouche plus directement, évidemment, sur des résultats d'entreprise et sur des emplois. Bon. Pour autant, sans recherche fondamentale, pas de recherche appliquée, c'est évident. Donc il y a, et nos grands organismes, croyez-le, vous les connaissez, vous les avez entendus, sont mobilisés, le président du CNRS en premier lieu, pour veiller, et ils sont présents à Bruxelles, eux, qu'on n'écrase pas, qu'on ne réduise pas le pilier 1. Donc il y a justement, là on est dans une stratégie nationale, nous on n'a pas d'avis technique, je pense que, je le redis, il faudra vraiment se mobiliser si on veut éviter qu'il y ait une part accrue. Le consensus européen me semble être, mais je ne suis pas le SGAE, plus en faveur d'un renforcement du pilier 2 que d'un renforcement de la part relative du pilier 1. Pour autant, ce qui nous manque encore, et d'où l'intérêt d'une stratégie, c'est pas, la Cour ne demande pas des stratégies pour des stratégies, c'est qu'il faut avoir une approche plus combinée, plus combinatoire. Il y a des, et je ne parle pas de la recherche militaire, il y a des pans de recherche qu'on veut garder en propre, sur lesquels on est prêt, vous êtes prêts sans doute, si vous êtes convaincus, à faire un investissement national. Et puis il y a des pans qui sont plus partagés, où il faut essayer de chercher le maximum de financement européen. Vous voyez, donc cette approche secteur par secteur, domaine par domaine, que ce soit au sein du pilier 1 ou du pilier 2, ben on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé dans le plan en 2018 et je pense qu'elle manque encore. Merci, Monsieur le Président. Peut-être avant de céder la parole à notre rapporteur général, une question. Vous proposez que BPI soit l'accompagnateur dans les territoires. C'était une orientation que s'était fixée le directeur de BPI. Il n'y est pas parvenu. Connaissez-vous ce qui l'a empêché de faire ? Oui, alors là aussi sous le contrôle de mes collègues, c'est un jeu bureaucratique assez classique. Nous avons retrouvé ces positions et à l'époque, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont arbitré en faveur du maintien de la compétence de la DGRI. Alors, bon, enfin, ça n'a pas, vous voyez, les effets que ça a produit. Donc, nous pensons qu'il faut reprendre un peu cette décision. Pourquoi ? Parce que nous connaissons bien la DGRI, nous la contrôlons d'ailleurs en ce moment. Elle est sans directeur, ce qui est un signe, depuis plusieurs mois, depuis de longs mois. Mais autant elle est parfaitement à l'aise pour passer des contrats avec les établissements publics de recherche et en gros pour travailler dans le milieu public de la recherche, autant la recherche privée, les entreprises, ne sont pas son terrain de jeu habituel. Et nous pensons que BPI France, nous n'y avons pas d'intérêt particulier, qui est reconnu comme un opérateur de France 2030 du PIA, donc qui est familière de cette recherche appliquée, vous avez vu la part du financement qui revient à cette mission, pourrait être, en tout cas peut-être à titre expérimental, pourrait être un meilleur acteur pour mobiliser les partenariats entre les entreprises et la recherche publique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, mes chers ex-collègues, moi j'ai 3 petites questions à vous poser. La première question, c'est pourquoi certains pays sont plus efficaces que la France dans la recherche des fonds européens ? Et quelles leçons on peut en tirer pour la France ? Comment ils font les autres ? Voilà, première question. La deuxième question, vous évoquez l'effet d'éviction sur les candidatures européennes qui exercent le financement national de la recherche. Mais est-ce que vous avez pu éclairer, est-ce que, au niveau notamment de la direction du budget, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation qu'on retrouve dans d'autres domaines des fonds européens, sur les fonds, le FEDER, etc., c'est-à-dire la substitution des crédits ? C'est-à-dire qu'on vous dit, il y avait 100, on devrait pouvoir avoir 10 de fonds européens, donc je baisse à 90, puisque comme ça, vous aurez 90 plus 10 égale 100. Voilà. L'effet d'éviction dans la gestion des crédits. Ouais. Est-ce que vous avez pu essayer d'éclairer ce deuxième point ? Et puis,
vous évoquez la dispersion de l'accompagnement à l'élaboration des candidatures qui mobilisent les CCI, les pôles de compétitivité, les agences régionales d'innovation. Mais quelle pourrait être, selon vous, une répartition efficace des rôles dans cette organisation? Et en particulier, est-ce que les conseils régionaux pourraient être, à travers leurs agences, est-ce que ça pourrait être un pôle de coordination local? Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, là aussi, avec mes collègues, je vais essayer de vous répondre à vos 3 questions. Y a-t-il des... Alors, on n'a pas fait une grande étude comparative dans cette enquête, compte tenu de sa morphologie, mais des pays plus efficaces, à l'évidence, il y en a, puisqu'il y a des pays qui ont un meilleur taux de retour par rapport à leur contribution au financement européen de la recherche. Et je pense notamment, j'ai cité l'Espagne, mais je pense à l'Espagne et à l'Italie. C'est vrai aussi des Pays-Bas. Et donc les chiffres existent. Il y a un site d'ailleurs de la Commission qui s'appelle Horizon Europe. Je pense qu'on est un peu encombré par notre financement national. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être une approche plus modeste. Il nous semble que ces pays ont bien compris, et nous ne sommes pas dans des fonds structurels en l'espèce, ont bien compris tout l'intérêt de ces financements abondants. Alors je n'ai pas d'outillage à vous proposer dans ces 3 pays que je cite, et ont une attitude plus active, plus modeste aussi peut-être. Nous avons, nous, et je viens à votre deuxième question, nous avons, nous, une sorte de préférence pour le financement national, une tradition de financement public de la recherche qui remonte à longtemps, le CNRS, donc l'avant-guerre même, et en fait, ça nous prive de cette espèce d'assurance qu'un financement national viendra financer la recherche fondamentale et une partie de la recherche appliquée, nous prive de cet appétit qu'ont les autres pays pour obtenir ça. Mais peut-être, je ne sais pas si certains collègues souhaitent ajouter, parce que votre déplacement à Bruxelles a peut-être permis d'éclairer un peu plus la question. Olivier ? Alors, pour être très clair, je pense que si d'autres pays réussissent mieux que nous, c'est qu'ils ont moins de financements nationaux. Donc ils n'ont pas le choix. Quand on parle de l'Espagne, l'Italie, comme il n'y a pas de financement, très peu de financements nationaux, ils vont à l'Europe. D'où notre proposition d'obliger les acteurs français à aller à l'Europe, surtout quand il y a des financements, avant de pouvoir bénéficier de financements nationaux. C'est totalement pragmatique. Je voulais revenir également sur le fait que dans l'objectif de 3%, c'est 1% public, 2% privé. Aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, sur le pourcentage public, on est à peu près bon. On n'est pas bon sur le pourcentage privé. Et même pas bon du tout, en particulier en France, et effectivement par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne qui ont gardé une industrie plus importante. Donc ce qu'il faut, c'est, et l'Europe l'a compris, ce qu'il faut, c'est faire le lien entre les chercheurs publics et les innovateurs et les chercheurs privés. Donc c'est un peu l'objet du pilier 2. Et nous pensons qu'il faut davantage avoir des structures de valorisation de la recherche, de recherche partenariale. D'ailleurs, on va faire, je pense, l'année prochaine, un rapport, une enquête de politique publique sur ce sujet, parce que c'est là où le bas blesse. Et on le voit, on est à peu près bon sur le pilier 1, on est bon sur le pilier 3, justement. Alors, on est bon surtout sur les start-up. Et c'est pour ça qu'on veut aussi que la BPI s'implique davantage. Parce qu'il n'y a pas que les start-up, il y a également les ETI et les PME. Et ce n'est pas tellement un problème d'accompagnement, c'est un problème, comme on l'a dit, de motivation, de mobilisation, de connaissance des bonnes entreprises. Et ensuite, pour pouvoir les accompagner sur le pilier 3 et sur le pilier 2. Et en termes de détection et de mobilisation, on pense que BPI France est mieux à même de connaître cet écosystème. Et pour répondre à votre question, on pense également que les régions, d'ailleurs peut-être plus que les universités, parce que les régions ont davantage une connaissance du tissu local entrepreneurial. On a cité la région Île-de-France qui fait pas mal de choses et qui est présente à Bruxelles avec un certain nombre de salariés à Bruxelles pour faire connaître les dispositifs aux entreprises. Alors que
les universités, et c'est un des problèmes de la France, sont très peu en contact avec les entreprises. C'est un peu moins vrai pour les grandes écoles comme l'école des mines ou Centrale Supélec, où là, il y a un lien facile. Donc il est nécessaire, à mon avis, à notre avis, que les régions, les agences régionales d'innovation se développent. En complément sur votre deuxième question, donc vous connaissez bien évidemment le ministère de l'économie et des finances, effet de substitution et attitude de la direction du budget, oui, à l'évidence. On l'a pas vu au cours des dernières années parce que nous étions en augmentation avec les tranches de la LPR des financements de recherche. Elles ont été jusqu'ici à peu près tenues, jusqu'en tout cas au budget 2024. Mais oui, bien sûr. Et donc comment lutter, nous ne faisons pas de recommandations là-dessus, comment lutter contre cela? Il me semble que si on a une loi de programmation de la recherche avec des tranches qui ont été débattues et approuvé par vous. Si on a des objectifs plus précis d'augmentation de la part des financements européens, on a un schéma, on a un cadre général qui évite ces petites pratiques bien connues et qui ont pu se produire et qui existent. Donc ça suppose qu'on ait un éclairage par la programmation de la recherche budgétaire et par ailleurs des objectifs tangibles d'augmentation de la part. Et donc l'un ne remplacera pas l'autre. On est sur des financements budgétaires dans un premier cas et des financements européens dans l'autre. Si vous êtes intéressé par l'effet d'éviction, Lisa Ménez, qui a travaillé pendant très longtemps là-dessus pour ce rapport, pourra l'éclairer de manière plus technique. Sur ce que disait Olivier sur les acteurs, la dispersion des modalités d'accompagnement, enfin, je ne me suis pas déplacé sur le terrain, mais moi je crois qu'il faut être assez pragmatique. Par exemple, les régions. Les régions, il existe des agences régionales d'innovation, mais pas dans toutes les régions. Et donc, il faut tirer parti de ce qu'on appelle souvent l'écosystème tel qu'il est. Il y a des régions où des acteurs sont plus légitimes, et donc il faut peut-être avoir, non pas une approche d'appel à candidature, mais tirer parti de ceux qui sont les plus avancés. Dans une région, ça pourrait être donc, encore une fois, un organisme qui dépend du conseil régional. Dans une autre, ça peut être une université, dans un bassin universitaire. Voilà. Donc en tout cas, c'est plutôt l'idée de chef de fila qui me paraît à retenir qu'une vision imposant une grille identique pour toutes nos régions, tous nos départements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous propose de donner la parole à l'ensemble des représentants des groupes. Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la présentation de ce rapport. Écoutez, vous ne serez pas étonné. Bon, le Rassemblement national de rapport est d'accord avec absolument rien, ni avec les tenants, ni avec les aboutissants. On est vraiment dans le syndrome de Stockholm. Donc, on nous explique que ça fait 30 ans que l'Union européenne agite les moulins à prière pour arriver à 3% de R&D dans le PIB européen. On n'y arrive pas, ça stagne. Il y a même des pays qui régressent. Les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne qui nous volent notre argent ne sont même pas capables de l'utiliser pour financer leurs propres recherches. L'Irlande est même en régression de 0,6 points sur 10 ans. Donc visiblement, ils n'ont aucune conscience des priorités. Puis en plus, c'est complètement paradoxal, puisqu'en plus, c'est la grande tech qui va en Irlande, qui serait censée peut-être booster la recherche irlandaise. On se rend compte que ça ne marche pas. Donc je ne vois pas pourquoi, en fait, on n'est pas d'accord, que la France devrait se casser la tête pour récupérer son propre argent. La France est contributrice nette à l'Union européenne, donc on se demande comment on pourrait récupérer l'argent qu'on pourrait gérer nous-mêmes. Nous, on propose que la France gère elle-même son argent. Une proposition simple qui ne demande pas de rapport, qui ne demande pas de nouvelle agence, qui ne demande pas aux conseils régionaux. Alors, j'ai noté, conseils régionaux connaissent l'écosystème. Alors, moi, je suis désolé, non. Les conseillers régionaux, peut-être ils connaissent l'emplacement de la machine à café, peut-être au sein de l'établissement régional quand il n'est pas trop grand et quand il n'a pas été rénové depuis pas trop d'années, mais je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas l'écosystème. Et il n'y a pas un chef de PME et de TI dans nos circonscriptions qui a déjà entendu parler de la région, d'un conseiller régional qui pourrait l'aider sur quelque chose. Franchement, il faut retourner sur terre. Les conseillers régionaux ne servent à rien et surtout pas à financer la recherche. S'ils peuvent trouver peut-être deux chaussettes qui vont ensemble, ce sera déjà quelque chose de formidable. Donc, moi, derrière tout ça, il y a quand même une vision plus claire des choses, c'est qu'il faut foutre la paix aux chercheurs. Moi, j'ai aussi une proposition très simple. Donc, foutons la paix aux chercheurs, assurons-les des bons salaires, finançons l'université française, valorisons les savoirs scientifiques, faisons rêver à nos enfants, non pas d'être tiktokeuses à Dubaï, mais d'être Marie Curie. Et là, je vous jure qu'on arrivera à quelque chose. Donc, une fois de plus, je suis désolé, mais il y a un moment, moi, on lit le rapport, on écoutait tout, mais réinventer en permanence des agences, des systèmes, comment on pourrait soulager des chercheurs qui ne savent pas comment travailler. Stop, quoi. Ça fait 30 ans qu'on entend ça, ça fait 30 ans que j'entends ça. J'avais à peu près le même rapport, les mêmes conclusions, les mêmes analyses
quand j'étais à Sciences Po, ça n'a pas changé. D'ailleurs, la part de richesse à la R&D française n'a pas changé non plus depuis que je suis à Sciences Po. Donc stop, en fait, le problème là-dedans, c'est que, et c'est ce qu'on avait dit au moment de la fusion de l'ASN et de l'IRSN, les hommes et les femmes politiques n'inventent rien, les bureaucrates n'inventent rien, ce sont les chercheurs qui cherchent, ce sont les entrepreneurs qui inventent. Voilà. Donc, c'est pas parce que peut-être qu'il y en a qui vivent mal leur statut d'homme politique ou qui vivent mal leur statut de fonctionnaire. Ce sont deux fonctions qui sont pourtant très intéressantes. Arrêtez de vous inventer des vies. Arrêtez de vouloir faire ce que les autres font très bien à leur place. Ce n'est pas en faisant des bouts de papier des agences et des machins que vous deviendrez des QI positifs. Mon cher collègue, je ne sais pas si le président pourra répondre. J'avais l'impression que c'était plutôt une déclaration. Mais nous en prenons acte. Je propose de donner la parole à notre collègue, monsieur Amiel, pour Ensemble pour la République. Merci, monsieur le président. Écoutez, moi, plus humblement, j'essaierai quand même de réfléchir au fonctionnement des institutions, parce que quel que soit le système dans lequel on se place, européen ou national, au niveau local ou au niveau continental, dans tous les cas, on a quand même besoin d'institutions pour la recherche, d'universités, de centres de recherche, de méthodes pour délivrer les fonds. Et donc, je pense que c'est notre rôle de pouvoir quand même s'interroger sur la meilleure manière de les faire fonctionner. On a évidemment une urgence absolue, encore davantage qu'à l'époque où ce rapport a été lancé, lié à l'élection de Donald Trump et avec l'écart qui est en train de se creuser entre les États-Unis et l'Europe. On a d'ores et déjà, et votre rapport le met en valeur, un écart d'investissement très important. Tout est à craindre sur les années et les mois qui viennent. Et donc moi, j'avais une première question qui était de savoir quand même les enseignements qu'on pouvait tirer des méthodes qui avaient d'ores et déjà été mises en place aux États-Unis. Je pense en particulier au moment de la recherche sur le vaccin en 2020-21 en termes d'accélération des procédures et de partenariats publics-privés, et de savoir s'il n'y avait pas là aussi des méthodes dont nous pourrions utilement nous inspirer pour accélérer considérablement un certain nombre de nos programmes, puisqu'il est quand même à craindre que la nouvelle administration américaine s'inspire des méthodes qu'elle avait déjà mises en place à l'époque de la crise sanitaire. C'était évidemment le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment le lien avec le rapport Draghi qui a été publié il y a désormais quelques mois, qui inspire beaucoup la nouvelle Commission européenne, qui inspire l'action française au niveau européen. Là aussi, ma question était de savoir s'il y avait une accélération des financements européens en matière de recherche. Quel était le meilleur mécanisme? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à passer par les dispositifs Horizon que vous avez décrits, avec les difficultés qu'on a, notamment pour les mobiliser en France? Votre rapport y fait éventuellement référence. Ou bien est-ce qu'il faudrait passer par d'autres mécanismes si jamais il y avait des apports de fonds supplémentaires? Merci, monsieur le député, de vos deux questions. Alors, sur la première, pour cette enquête, nous n'avons pas franchi l'Atlantique, donc nous n'avons pas étudié des dispositifs particuliers. Il y a vraiment, enfin, mon expérience personnelle me laisse penser qu'il y a quand même un particularisme de la recherche aux États-Unis, voilà, qui est quand même structurellement différent d'une autre. On peut tenter de s'inspirer. Des missions nombreuses sont allées en Californie pour étudier comment se développer la Silicon Valley, etc. Je n'ai pas de réponse, en tout cas de référence d'un mécanisme un peu miracle qui nous aiderait à avancer. En revanche, comme l'a dit mon collègue, nous avons décidé la semaine dernière de lancer une évaluation de politique publique à notre initiative, qui porte sur la recherche partenariale. Et là, nous sommes en France, il y a une foultitude de dispositifs, les instituts Carnot, les chaires industrielles, je n'en cite que quelques-uns, etc. Nous allons en faire l'inventaire, nous allons voir dans ces partenariats publics-privés ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et mon collègue était prudent en parlant de l'année prochaine, peut-être qu'à la fin de l'année, nous pourrons publier nos constats sur ce tissu d'instruments, parce que, sans reprendre ce que disait M. Tanguy, beaucoup de choses ont été inventées, beaucoup de dispositifs se sont sans doute empilés, d'ailleurs. Voilà, on va en faire l'inventaire. Donc on sera plus sur l'approche. Ça n'exclut pas de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, mais nous ne l'avons pas fait pour cette enquête. Alors, sur le rapport Draghi que chacun a pu lire, il est trop tôt dans le cycle de négociation du 10e programme cadre pour en tirer des leçons, sauf penser qu'il y aura peut-être une accentuation du pilier 2. En tout cas, il n'y a pas d'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des meilleurs connaisseurs ici des questions européennes. Le montant, l'enveloppe du 10e programme cadre
est-ce qu'il y en aura plus, et ça répondra à votre question, dépendra du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui lui-même, je crois que c'est le 30 juillet de mémoire, que la Commission est censée le déposer. Donc tout dépend naturellement de l'accord des États, d'où l'importance évidemment de bien tenir notre rang à Bruxelles et dans les divers conseils européens. Quels financements communs seront décidés par les États, et dans ces financements communs, quelle sera la part consacrée au 10e programme cadre. Voilà. Raison de plus pour se mobiliser. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Jérôme Legare. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, votre rapport et vos recommandations s'inscrivent dans ont une histoire, puisque les fonds Horizon 2020 puis Horizon Europe sont issus de la stratégie de Lisbonne, qui est résumée ainsi dans un rapport de la Commission européenne de 2005. Il nous faut plus de concurrence pour être sûr que notre recherche débouche sur des innovations véritables. Et cette stratégie, d'ailleurs, est reprise dans le rapport Draghi. Au bout de 20 ans, quand même, on peut faire un bilan. Il est là, il est sous nos yeux. C'est l'appauvrissement considérable de l'école, de l'université et de la recherche publique. Or, à aucun moment, le rapport ne questionne ce qui est traité comme une évidence, cette prétendue nécessité de la mise en concurrence des organismes et des laboratoires de recherche publique entre eux, de la recherche publique avec la recherche privée. D'où ma première question. Vous appelez à amplifier cette logique. Vos recommandations 5 et 6 en particulier visent à imposer une obligation de candidature au financement européen. Et vous mettez par exemple en cause les financements nationaux de la recherche publique accusés de dissuader les candidatures européennes. Mais vous escamotez le fait que la mise en concurrence entre des organismes, des universités, des laboratoires publics est une réalité qui a fait d'énormes dégâts en France. Ce avec des dotations toujours plus insuffisantes. Pour ne prendre que l'année 2024, c'est 900 millions d'euros annulés sur cette mission et c'est moins 630 millions prévus dans le projet de budget 2025, Barnier-Bayrou. Le privé, on le sait, il va vers ce qui est rentable. On peut rappeler d'ailleurs ce qu'a montré la crise du Covid, mais on ne s'étendra pas. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Mais du point de vue de la recherche scientifique fondamentale, de l'amélioration des conditions de vie de la population, j'aimerais savoir quels sont les critères qui étayent la nécessité de poursuivre dans la voie que vous indiquez et que vous encouragez et de constituer des consortiums avec les entreprises privées pour candidater ensemble sur des appels à projets. Deuxième point, je souhaitais également un éclaircissement sur la mise en œuvre de politiques sur fonds publics à destination et au bénéfice des entreprises. Pour la Commission européenne, il faut consacrer plus de la moitié des fonds d'Horizon Europe à la mise en place de public-privé, de partenariats public-privé. Favoriser les projets possiblement rentables à très court terme. Cette logique, elle est suicidaire, hein, faut le dire tout de suite. Mais bon, passons, vous l'encouragez, on l'a bien compris. En France, de surcroît, le crédit impôt recherche couvre 20% des dépenses déclarées par les entreprises pour la R&D. Les méandres bureaucratiques exigés pour les dossiers de candidature impliquent des cabinets de conseil spécialisés auprès des entreprises. Vous les encouragez. Est-il possible d'établir précisément, je conclus, les montants ainsi soustraits du budget de l'État et qui auraient dû être affectés aux universités et aux organismes publics de recherche ? Merci, monsieur le député. Alors, la dernière partie de votre intervention prolonge l'intervention de notre rapporteur général, de votre rapporteur général. Vous ne trouverez pas de trace dans ce rapport d'une incitation à la substitution de crédits européens, de crédits nationaux, budgétaires, par des crédits européens. Il faut avoir une approche, c'est à vous qu'il incombe de dire quel est le montant que la collectivité peut consacrer au financement public de la recherche. C'est le sujet de la LPR, en vérité. Hein. On a la chance, ce secteur a la chance d'avoir une loi de programmation, ce n'est pas le cas de tous les secteurs, et ensuite voir comment, si on est dans la logique, et c'est l'objet de notre rapport, et c'est le seul objet de notre rapport, hein, ça n'est pas une évaluation de la politique nationale de recherche que nous vous proposons dans ce document, on a d'autres travaux qu'on pourrait mobiliser pour ça si vous le souhaitez, et on sera ravis de vous les présenter, mais ce travail est plus modeste que vous ne l'indiquez en vérité. Bon. Donc nous regardons la capacité à tirer parti d'un instrument qui a été créé et qui existe. Alors on peut avoir un point de vue plus radical qui est de dire l'esprit d'horizon, et donc le sujet ramène au prochain programme cadre de savoir quelle est la position du gouvernement français vis-à-vis de ce principe même de financement européen de la recherche, de l'esprit qui l'anime, dans l'esprit de Draghi ou pas, et de la répartition des piliers. C'est tout le sujet de la négociation des mois à venir, il ne faut pas tarder, mais nous n'avons pas, la Cour des comptes n'a aucun avis sur cela. Je vais peut-être laisser mon collègue Henri Guénaud compléter la réponse sur la concurrence avec les entreprises. Bien, merci. Monsieur le député, quand on a un sujet, on traite le sujet.
Moi, quand j'avais une dissertation, quand j'étais étudiant, si je ne traitais pas le sujet, j'étais hors sujet et j'avais une mauvaise note. Donc la Cour avait un sujet. C'est vous qui l'avez d'ailleurs défini. Hein, ce sujet, c'est la mobilisation des crédits européens de la recherche. Bon. Alors on peut, mais on fera ça si vous voulez dans un autre cadre, on peut discuter de la manière dont fonctionne l'Europe, de la pertinence de ces politiques, de la pertinence de notre attitude vis-à-vis de ces politiques, mais là n'était pas le sujet. Le sujet est le système étant ce qu'il est, les engagements de la France étant ce qu'ils sont. Voilà. Comment récupère-t-on le maximum de crédits auprès de l'Union européenne, qui n'est jamais qu'un retour de l'argent de nos contribuables? Bon. Voilà, la Cour a traité ce sujet. Alors, sur la question plus générale, qui n'était pas dans le sujet, qui n'était pas dans ce rapport qui n'encourage rien du tout, sauf à récupérer le maximum de crédits auprès de l'Union européenne, ce qui me paraît un objectif qui devrait être partagé par tous ceux qui sont soucieux et de nos finances publiques et de l'avenir de notre recherche. Sur la question de la concurrence entre les établissements, pour ce qui me concerne et à titre personnel, je suis prêt à partager une bonne partie de votre point de vue. La concurrence ne résout pas tous les problèmes, et en particulier dans le domaine de la recherche, où la coopération et la coordination sont beaucoup plus fécondes que la mise en concurrence. Notre sujet n'était pas de porter un jugement sur cette question, mais peut-être qu'un jour la Cour, dans un travail plus approfondi sur la politique générale de recherche, reviendra sur ces questions-là. Vous admettrez quand même qu'en France, la concurrence entre les établissements est quand même encore très limitée, hein, pour ne pas dire le contraire. Alors, qu'il y ait des tentations, des velléités d'aller plus loin, c'est tout à fait exact, et ça mérite un débat politique, non pas un débat technique, hein, mais un débat politique. Ça n'est ni le moment, ni le lieu, ni l'objet de ce rapport. Voilà, mais je suis à votre disposition pour en parler ailleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quant au rapport entre le public et le privé, je crois que là aussi, toute position idéologique ne me paraît pas forcément la meilleure façon de progresser. Voilà, nous avons besoin d'un secteur public qui soit articulé avec le secteur privé, d'un entrepreneuriat public articulé avec un entrepreneuriat privé. L'articulation entre le public et le privé est une nécessité absolue, quel que soit le régime, quel que soit le système, sauf si le régime est totalement livré au marché, livre totalement au marché toutes les activités, y compris la recherche, l'enseignement, etc., ou si le système livre tout à l'État, c'est-à-dire tout sans aucun marché, sans aucune concurrence. Voilà, il me semble que la réflexion, elle est entre les deux. Quelle part on réserve à la concurrence, quelle part on réserve à la coordination, quelle part on réserve à la planification. Voilà. Et je suis sensible, de par mon passé, à la question de la planification, monsieur le député, et comment on fait pour articuler ces deux secteurs qui nous sont absolument indispensables. Voilà. Après, c'est le choix politique qui se situe là. C'est quelle part de privé, quelle part de public, quelle part de concurrence et quelle part de coordination et de politique publique. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ça n'était pas le sujet de notre rapport. Merci, monsieur le conseiller. Je propose de redonner la parole peut-être à notre collègue Mickaël Boulou, s'il veut s'exprimer pour le groupe socialiste. Merci, mais j'avais posé les questions tout à l'heure, donc je n'en ai pas de complémentaire. Merci. Merci, mon cher collègue Jean-Didier Berger, pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, monsieur le président, mes chers collègues. Bon, je pense que ce rapport a le mérite, à l'heure où certains mettent en avant davantage la complexité de l'Europe plutôt que ses bénéfices, à l'heure où certains mettent en avant les coûts plutôt que les bénéfices de la coordination à l'échelle européenne. Et je voudrais dire que je trouve notre collègue Jean-Philippe Tanguy très dur avec lui-même. Il critique les hommes politiques en général qui n'ont rien inventé, même pas l'eau chaude visiblement, et en particulier les conseillers régionaux. Et j'ai cru comprendre qu'il connaissait bien la qualité de conseiller régional. Donc je voudrais lui dire que tous les conseillers régionaux ne sont pas automatiquement logés
à la même enseigne. Et pour avoir été également moi-même conseiller régional, et il se trouve au sein d'un exécutif, celui de la première région d'Europe, en charge des fonds européens, j'ai vu effectivement la difficulté d'aller chercher les financements européens et de faire en sorte que les acteurs locaux puissent les utiliser, qu'ils soient privés ou publics. Mais avec un peu de détermination, on arrive à utiliser 100% de ces fonds. Et Olivier Mousson en sait quelque chose. Maintenant, sur les différentes préconisations que vous avez pu faire, moi j'ai plusieurs interrogations et je voudrais un peu les challenger, en particulier la proposition que vous avez faite sur l'obligation d'aller concourir sur les fonds européens avant de pouvoir prétendre aux fonds nationaux. Moi, j'ai un doute sur cette proposition. Est-ce qu'elle ne va pas finalement aboutir à la candidature pour la candidature, à des candidatures de moindre qualité qui finalement vont peut-être nuire à la réputation des candidatures françaises au sein des instances européennes? On aurait presque envie de retourner la proposition et de dire que peut-être en candidatant aux fonds européens avec succès, on pourrait avoir automatiquement les aides des fonds nationaux, plutôt que finalement de mettre une haie de plus à ceux qui ne sont absolument pas intéressés par les critères des fonds européens et qui voient bien que leur recherche ne va pas satisfaire les critères qui sont ceux de l'Europe, alors même qu'on a des critères qui sont parfois différents. Et au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de complexifier le travail de nos chercheurs? Deuxième question, sur les bonus. Vous incitez à des bonus. Est-ce que finalement, là aussi, on ne va pas avoir la candidature pour la candidature? Et troisième et dernière question, vous savez qu'il y a un niveau de contrôle différent entre les fonds nationaux et les fonds européens. Est-ce que finalement, notre niveau de contrôle n'est pas insuffisant au niveau national? Et est-ce qu'on ne devrait pas habituer nos chercheurs à davantage de sérieux dans le contrôle, notamment post-attribution, pour finalement qu'ils soient davantage préparés à concourir au niveau européen? Merci, monsieur le député, pour ces trois questions. Alors, revenant sur la question de notre recommandation vis-à-vis à une candidature, une obligation de candidature aux fonds européens avant de bénéficier des financements nationaux, comme l'a dit mon collègue Henri Guénaud, c'est un signal, c'est montrer la priorité, et je crois que c'est important que ce signal existe. Pour autant, le pilotage de cette proposition, il se fait de la manière suivante. C'est pareil pour l'ANR, je veux dire, c'est candidaté à, hein, c'est la même logique. Il y a deux indicateurs pour un laboratoire, pour une UMR, qui sont le taux de candidature et le taux de réussite de candidature. Donc, ça se pilote comme ça. Donc, il faut d'abord, pour avancer sur cette recommandation, on ne peut pas l'illustrer d'une page à chaque fois, il faut d'abord définir les domaines dans lesquels c'est pertinent. Et nous sommes très conscients que tous les domaines ne se prêtent pas à cette obligation. Donc, c'est une obligation relative et pas absolue. Et je ne parle évidemment que de la recherche civile. Deuxièmement, le pilotage par unité, par laboratoire, si vous voulez, il se fait par ces deux indicateurs, le taux de dépôt, le taux de réussite. Un laboratoire qui ne dépose pas il y a un sujet. Celui qui fait un chasseur ou quelqu'un qui fait semblant, voilà. Donc il faut être dans une zone raisonnable. Et c'est pareil pour la réussite. S'il n'y a pas de réussite, il y a peut-être des sujets particuliers, etc. Voilà. Donc je crois qu'on peut résoudre la question de principe par ces dispositions. Alors sur le bonus de chercheurs, c'est des dispositifs qui existent dans d'autres domaines. C'est pas, on ne cherche pas à stimuler les chasseurs de primes. Un bonus, il peut être individuel, il peut être collectif. Il peut bénéficier à l'unité de recherche. Donc c'est comme certains appels à candidature internationaux le permettent. Donc on peut régler ça aussi pour éviter le travers que vous évoquez. Bon. Sur le niveau de contrôle, alors d'abord, quelque chose que je n'ai pas évoqué, et ça c'est un bon point, tout n'est pas négatif, sinon nous ne serions pas crédibles. Il se trouve que vous savez que les fonds européens sont très contrôlés par les organes communautaires, et dans ce domaine-là, nous n'avons pas eu de restitution opérée. Donc l'usage qui est fait des fonds européens, il est plutôt conforme aux règles, et on n'a pas été, dans ce domaine en tout cas, la différence de fonds sur lesquels nous avions travaillé, comme les fonds outre-mer, de faire des restitutions. Pour autant, nous avons le sentiment, mais je le dis avec prudence compte tenu de notre mandat, nous avons le sentiment que les fonds nationaux sont raisonnablement contrôlés. Il y a tout un dispositif de contrôle. Alors, si vous voulez, je peux vous faire la trame de contrôle qui existe. J'ai cité le HCRS qui fait aussi des remarques, qui évalue, plus sur le plan scientifique,
scientifique, mais qui fait aussi des remarques de nature de gestion. Il y a des dispositifs de contrôle interne, et vous verrez ce que nous écrirons sur le contrôle interne du CNRS, qui nous paraît de bon niveau. C'est quand même un jugement qui n'est pas neutre, de bon niveau au CNRS. On n'a pas fait tous les organismes en même temps. Bon, il y a des dispositifs d'inspection comme l'IGESR, et puis la Cour des comptes traîne de temps en temps dans le paysage. Voilà. Donc voilà, c'est pas réduire par rapport aux contrôles communautaires qui sont peut-être d'ailleurs lourds, mais satisfaisants. Bon. Le principe même, et nous l'évoquions pour les appels à projets, on peut aussi l'évoquer en aval pour les justifications, c'est de rendre de plus en plus homogènes les exigences qui relèvent des contrôles communautaires et ceux des contrôles nationaux. Merci. Je propose la parole donc pour le groupe écologiste et social. Non ? Pas de prise de parole. Pour les démocrates, mon collègue Emmanuel Mandon. Oui, merci. Monsieur le Président de la Troisième Chambre, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les auteurs de ce rapport qui trouve un écho très particulier quelques mois après la publication du rapport Draghi qui a souligné le risque de décrochage de l'Union européenne par rapport aux principales économies du monde. Et c'est bien une approche objective qui nous motive ce matin, conscient que nous sommes d'une situation difficile, pointant ce déficit d'innovation dont notre continent souffre, dont on sait qu'il a et qu'il aura des effets délétères sur notre niveau d'activité économique futur et qui ne saurait être stimulé sans des gains durables de productivité. J'aurais donc tout d'abord une question générale sur les programmes de recherche à l'échelle européenne. Au-delà des sommes investies qui semblent à l'heure actuelle insuffisantes, estimez-vous que les programmes pluriannuels favorisent les innovations de rupture qui sont essentielles pour améliorer significativement la productivité, notamment en matière industrielle? On sait que c'est une clé importante. Dans cet esprit, la proposition faite, ça a été bien rappelé par Mario Draghi, de créer une agence européenne pour soutenir les projets technologiques de rupture retient tout à fait notre attention. Et d'autre part, s'agissant spécifiquement de la France, vous affirmez que celle-ci pourrait largement optimiser sa mobilisation des fonds européens en matière de recherche et vous indiquez que si les équipes de recherche françaises obtiennent ces très bons résultats, quand elles participent aux appels à projets d'Horizon Europe, elles ne candidatent pas suffisamment aux appels à projets européens. Et parmi bien des raisons évoquées, vous indiquez un manque d'acculturation des jeunes chercheurs à cette dimension européenne. Et si des dispositifs incitatifs sont mis en place pour y pallier, quels sont les facteurs explicatifs de ce manque d'acculturation initiale? Est-ce que cela peut avoir, avec la culture scientifique propre à notre pays, est-ce que ça a à voir avec notre culture particulière, notre culture scientifique? Voilà, si on se compare à d'autres, bien sûr. Merci, monsieur le député. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter des réponses convaincantes. Sur la première question, qui est l'innovation de rupture, là encore, nous n'avons pas étudié, nous n'avons pas porté un jugement sur le programme Horizon en tant que tel, le programme européen. Nous ne sommes pas la Cour des comptes européenne. Il y a des travaux, d'ailleurs, qui relèvent de nos collègues de Luxembourg. Et donc, je prends acte du fait que, comme le souligne le rapport de Draghi, le programme Horizon est peut-être un programme qui vise à faire de la recherche plutôt linéaire et ne favorise pas, alors il faudrait s'intéresser au pilier 3 plus précisément, l'innovation de rupture qu'on cherche. Bon. Et en même temps, on revient sur les conditions d'innovation de rupture si on pense aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'une démarche, on peut faciliter sans doute, mais qu'une démarche administrative, il y a une espèce d'esprit d'entreprise, d'esprit de ça qui me paraît peut-être à la base de cela. Et c'est probablement pas, sans citer votre autre collègue de tout à l'heure, c'est pas forcément dans les bureaux ou dans les ministères. Enfin voilà, donc je n'ai pas d'avis pour tout vous dire sur ce point, et on verra bien comment nous nous plaçons. Il existe d'autres domaines, je pense notamment à la défense, que nous n'avons pas que la quatrième chambre de la Cour des comptes travaille, sur lesquels on a créé ces mécanismes par rapport à la délégation générale, la direction générale de l'armement, des agences d'innovation, etc. Et donc il faudra voir ce que donnent ces laboratoires, si j'ose dire, français. Sur la question de alors, nous ne sommes pas non plus des sociologues, pourquoi les jeunes chercheurs français ne vont pas, comme nous disons, à l'Europe, naturellement? Alors, paradoxalement, peut-être parce qu'ils sont très exposés au monde, parce qu'en fait, la recherche, au nom d'une science globale, ils sont en communauté de chercheurs eux-mêmes de par le monde, donc les publications se font souvent à plusieurs laboratoires, dans une discipline particulière, mais l'entité européenne, la
Commission européenne, les financements ne sont pas suffisamment visualisés. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'en rester là seulement, mais un plan, un engagement politique. Nous attendons, encore une fois, ça n'est pas à nous de le demander, mais comme vous étiez les commanditaires de ce rapport, nous n'avons pas eu de position ministérielle, gouvernementale sur nos constats et sur nos recommandations. Et je pense que si vous avez la possibilité de poursuivre ces travaux, il sera très heureux que vous la cherchiez, cette position. Voilà. Est-ce qu'un plan s'impose? Est-ce qu'une communication? Est-ce qu'une mobilisation, comme nous le présentons dans le temps du semestre qui s'engage, s'impose? Voilà. Bon, c'est peut-être comme ça qu'avec les différents dispositifs d'incitation positive et un peu plus coercitive, si j'ose dire, que nos jeunes chercheurs, notamment, seront plus engagés sur ces possibilités de financement. Merci, Monsieur le Président. Pierre Henriet, pour le groupe Horizon Indépendant, qui souhaite reprendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir quand même sur un certain nombre d'éléments qu'on a déjà évoqués. Tout d'abord, sur le constat général, on voit sur l'évolution de la DIRT que, au niveau global, au niveau européen, l'Europe n'investit pas suffisamment dans la recherche, en particulier en comparaison de la planification américaine ou chinoise. Donc, sur l'enveloppe globale, on a un vrai problème structurel. On a aussi un problème structurel au niveau national. Et vous le rappelez très bien dans votre rapport, qui est excellemment sourcé. La France contribue à hauteur de 17,5% du programme Horizon Europe. Horizon Europe, sur les années 2021-2027, c'est 95 milliards d'euros. La France récupère dans ces programmes entre 11 et 12%, ce qui, après un rapide calcul, fait un ordre de grandeur d'un manque à gagner de 800 millions d'euros par an pour la recherche française, à l'heure où on va à nouveau débattre du projet de loi de finances 2025 avec une moindre marche de la LPR de environ 300 millions d'euros. Donc on voit que ces fonds européens sont importants et il faut une mobilisation générale de toute la recherche et de toute l'administration française sur ces appels à projets parce qu'on pourrait largement atteindre l'objectif de la loi de programmation en mobilisant davantage ces fonds européens. C'est d'ailleurs ce que vous notifiez. Pour ça, il y a quand même, je le disais, un problème structurel au niveau national, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'aller chercher suffisamment de fonds. 17,5%, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, ne serait-ce que pour avoir ces 300 millions d'euros. Moi, je voudrais donc avoir à nouveau votre point de vue, votre vision sur le rôle du SGAE et de la DGRI qui, à mon sens, ne remplissent absolument pas leur mission. BPI France, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, est à mon avis un très très bon point d'appui, notamment pour le pilier 2 et pour toute la recherche appliquée, la recherche industrielle, parce que véritablement c'est là que réside le fond du sujet. Et donc, pour terminer, je voudrais simplement aussi avoir votre avis sur le rôle du SGPI dans tout ça, pour justement peut-être avoir une vraie planification d'ensemble, un vrai objectif fort pour aller chercher ces fonds. Et je reviens sur la recommandation numéro 5. Je pense que dans un premier temps, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il serait peut-être bien dans un premier temps d'avoir une obligation plutôt sur le volet de la recherche académique et pour ne pas freiner justement la recherche industrielle avec des obligations qui feraient peur, à notamment nos PME et nos ETI, d'aller vers ces fonds européens. Merci, monsieur le député. Alors, sur les équipes de financement, il nous échappe. Nous voyons un peu l'actualité budgétaire. Vous allez en débattre encore prochainement. Alors, c'est juste l'épisode du jour, plutôt de la veille. J'ai pu observer, en voyant ce qui s'est passé dans la Haute Assemblée hier, que le programme 572 de la MIRES, la mission interministérielle sur la recherche internationale, est celui qui a été le plus écorné que d'autres programmes de cette même mission. Donc il y a des choix internes qu'il vous appartient de faire sur ces investissements. Et je crois vraiment que là, on donne un signal qui ne serait pas le bon signal, qui serait un signal de substitution.
d'une certaine manière. C'est aller à l'Europe parce que vous n'aurez plus de finances nationaux. C'est pas l'esprit, encore une fois, pour répondre à ce qu'évoquait le rapporteur général tout à l'heure. Voilà. Donc sur ce point, je crois qu'il faut vraiment... Enfin, voilà, c'est pas la Cour des comptes de dire qu'il faut privilégier l'investissement, mais nous sommes dans des temps que décrivait notre Premier président hier devant vous, qui sont particulièrement difficiles et sur lesquels des choix doivent être faits. Sur les acteurs, comme l'évoquiez, bon, le SGAE ça tourne plutôt bien comme machine. Il se trouve que je l'ai contrôlé il y a quelques années. Simplement, il n'a pas le mandat là-dessus. Et donc l'idée, c'est de renforcer son mandat pour qu'il ait une meilleure vision de la manière dont les ministères, comme il le fait dans d'autres domaines, en matière de mobilisation, et je ne pense pas qu'au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, les 4 ou 5 ministères principalement concernés se mobilisent pour qu'un plan national, s'il existait, soit... Donc c'est assurer d'une certaine manière le secrétariat de ce plan au niveau de la mobilisation interministérielle et de chaque ministère. Donc je pense qu'on peut lui confier, il me semble, et mes collègues qui l'ont... Nous avons auditionné M. Puget-Jovin, donc on en a échangé longuement avec lui. Il y a la possibilité, comme vous le dites pour BPI France, de tirer parti de cette structure. Nous ne proposons pas, d'ailleurs, je le dis pour ceux qui l'ont évoqué, la création de structures supplémentaires. Il faut tirer parti de ce que nous avons. Bon. Sur la DGRI, je ne peux que redire, nous sommes en train de la contrôler actuellement, enfin, contrôle des 2 directions du ministère, qu'elle nous paraît en mauvais état. Et donc, il faudra bien, là aussi, que le gouvernement tire des conséquences. Au-delà de la nomination d'une ou d'un directeur général, on la maintient. Enfin, il nous semble que l'État doit être présent, quelle que soit l'importance des opérateurs nationaux de recherche. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne passe. Et il ne faut pas que ce soit préjudiciable à la mobilisation que nous évoquons dans les mois qui viennent. Il y a une relative urgence. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Michel Castellani. Oui, merci, Président. Je vais dire juste un mot. Je vais être très bref, juste pour remercier d'abord les auteurs du rapport, bien sûr. Je ne voudrais pas revenir ni sur l'importance de la recherche pour l'avenir, ni sur des débats qui sont ici récurrents. Nous avons ici, à chaque loi des finances, des débats sur l'opportunité ou pas de la collaboration entre la recherche publique et les entreprises. Nous avons des débats sur la mise en concurrence, on l'a vu encore tout à l'heure. Et nous avons surtout des débats interminables, récurrents et infinis sur l'opportunité de maintenir ou pas le crédit impôt recherche que certains groupes veulent complètement supprimer. Moi, je voudrais poser une seule question, mais elle est redoutable, c'est comment mieux attirer les chercheurs? Ou pour mieux dire, comment limiter l'attractivité des universités américaines ou des entreprises américaines qui font des dégâts considérables sur la recherche française et sur la recherche européenne. J'ai conscience que c'est une question complexe parce qu'elle met en musique aussi le statut des chercheurs, leur niveau de vie, etc. Mais moi, je voulais quand même vous entendre sur cette question. Merci. Je suis, monsieur le député, bien embarrassé pour vous répondre parce que nous n'avons pas travaillé sur ce sujet précisément. C'est un sujet qui est repéré, il existe, ça, il n'y a pas de doute. Nous allons produire dans quelques mois une évaluation sur l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers, futurs doctorants, chercheurs d'origine étrangère pouvant se maintenir sur le territoire national. Comment empêcher nos chercheurs nationaux de quitter le territoire? Une partie de la réponse, alors on a regardé un peu ça quand même sur le CNRS, une partie de la réponse tient peut-être moins aux conditions de rémunération de ces chercheurs qu'aux conditions d'intervention, c'est-à-dire à tout ce qui est si j'ose dire, le back-office, l'appui administratif, c'est ce qu'on évoque pour les projets européens, mais pas seulement, le fait qu'on est moins isolé, laissé seul face à une espèce de complexité bureaucratique. Je prends un exemple pour être concret, parce que nous l'évoquerons dans le travail sur le CNRS. J'ai cité cette création que le monde entier nous envie, qui sont les UMR, les unités mixtes de recherche, qui datent des années 60, qui permettent donc à des universités, vous connaissez bien le sujet, de s'associer à des laboratoires, très souvent le CNRS d'ailleurs. Bon. C'est un bon esprit, enfin, je veux dire, de l'Assemblée de créer une structure de recherche qui ait plusieurs parrains. Bon. Sauf que nous avons inventé une complexité telle que dans une UMR, et les chercheurs nous le disent, eh bien, ce sont les 2 règles cumulativement qui s'appliquent. Les règles de l'université, les règles administratives, budgétaires, financières de l'université, les logiciels de l'université et ceux de l'organisme de recherche qui s'appelle. On doit pouvoir aller plus vite, nous ferons des propositions, ça s'appelle la délégation de gestion. Il faut choisir un cadre réglementaire et ça simplifiera considérablement la vie. Vous voyez, donc il n'y a pas une grande mesure. Il y a des questions peut-être de rémunération. Le président du CNRS aura pu vous dire si par exemple, le fait que tout chercheur doit avoir au moins l'équivalent de 2 SMIC de rémunération. Mais c'est un ensemble de mesures. Donc nous retenons votre intérêt comme une motivation pour y travailler dans les mois qui viennent.
Alors, je crois que nous n'avons pas de collègue de la gauche démocrate républicaine. Pour l'Union des droites pour la République, notre collègue Guillaume Verny. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je voudrais quand même souligner que c'est difficile à entendre qu'on a un problème de recherche en France, alors qu'on apprend dans le même temps que notre contribution nette sur ces budgets de recherche européens, sur ces espèces de machins technocratiques européens, sont très déficitaires par rapport à la contribution française. Si on veut arriver à 3% de dépenses de recherche dans notre pays, il y a une solution très simple. Les 7 milliards de dépenses supplémentaires qu'on inflige aux Français chaque année pour contribuer au budget de l'Union européenne, on peut les récupérer. Et au miracle, si on abonde au budget recherche, on arrive aux 3%. Donc c'est très simple. Deuxièmement, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse imaginer que dans un environnement déjà national, où on a du mal à faire fonctionner une suradministration pour la recherche, et je vous donnerai des exemples après, puisque j'ai été utilisateur, je suis utilisateur en tant que chef d'entreprise de ces budgets-là, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse concevoir qu'en rajoutant une strate ultra technocratique, on puisse, par magie, arriver à quelque chose d'efficace. Vraiment, je ne comprends pas. En fait, on apprend à l'école maternelle que le point le plus court entre le chemin le plus court entre le point A et le point B, c'est la droite. Une droite, pardon. On fait tout le contraire. On fait absolument tout le contraire. Bon, la recherche, l'utilisation des fonds en plus sur la recherche, il y a un double problème, c'est qu'il y a toute une partie de ces fonds qui sont captés par ce qu'on appelle les recherches sur les sciences humaines. Jusqu'à preuve du contraire, les recherches sur les sciences humaines n'ont pas rapporté un euro de croissance à qui que ce soit, n'ont pas permis à aucune entreprise de créer le moindre euro de valeur. Donc j'ai du mal à concevoir que ces sciences humaines soient incluses dans ce budget global de recherche. Quatrièmement, sur la recherche technique, écoutez, pour en avoir été l'utilisateur et avec le ministère de la Défense et avec d'autres poches de financement, en fait, on se rend compte que la complexité qui est demandée est telle que 20%, grosso modo, des sommes allouées sont en fait consacrées aux démarches administratives autour des projets de R&D. Donc, vous avez 20% de ces sommes qui s'envolent. Je pense qu'il est urgent de rediriger la recherche vers les acteurs privés, puisqu'il est étonnant vous ne serez pas étonné plutôt de constater que les acteurs au niveau mondial qui sont les plus innovants sont aussi ceux qui ont une dépense publique la plus faible. Voilà, il n'y avait pas vraiment de questions, parce que je n'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai été trop bavard. Merci, mon cher collègue. Est-ce que d'autres collègues députés souhaiteraient s'exprimer ? Non ? Ah, mon collègue Tanguy. Merci, Monsieur le Président, parce que effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas posé de questions et je m'en excuse. Non, moi, j'avais une question sur les très gros projets de recherche, notamment ceux que je connais dans l'énergie, à savoir ITER. Puisque ITER joue par ailleurs un grand rôle dans le soi-disant retour des crédits européens à la France. Est-ce que vous avez, j'avoue que j'ai lu le rapport en diagonale vu le temps qui nous a un peu manqué, je ne vais pas faire semblant d'avoir lu avec plus d'intention que je n'ai eu le temps, donc si c'est dans le rapport je m'en excuse, mais je n'ai pas vu ou compris d'analyse sur ces grands projets de recherche, parce que là pour moi dans ITER on est vraiment dans la caricature de ce que disait Jérôme Verny, où le coût administratif d'un projet en fait non seulement gâte l'argent qui est consacré à la recherche, mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, ralentit la recherche. Et il y a un très bon rapport, non pas de l'Union européenne, mais de son équivalent du secrétaire américain à l'énergie, avec des études très intéressantes qui montrent qu'en fait, plus on met d'argent dans la bureaucratie sur un projet comme ITER, plus en fait le projet ralentit. Je voulais savoir si vous êtes penché là-dessus, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur l'équivalent d'ITER aux États-Unis, même s'ils n'ont pas mené le projet, ils avaient étudié qu'en mettant plus d'argent, on allait beaucoup plus vite à cause du coût de la bureaucratie et de son effet d'inertie. Donc, est-ce que vous avez étudié cet effet-là ou pas ?
Alors, la réponse est non, vous ne trouvez pas de trace d'ITER dans notre rapport. C'est un sujet en soi qui justifie une évaluation ou un contrôle plus exhaustif, au-delà de la question des financements européens. Non, je n'ai pas de réponse. Simplement, et je ne m'engagerai pas évidemment sur un terrain de débat, vous avez une diversité d'opinions et donc la moyenne est difficile à trouver. Moi, j'observe que à titre personnel, que la plupart des grands projets dont bénéficie notre pays, technologiques, dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, ont bénéficié de financement public. Financement public avec peut-être une couche bureaucratique ou pas. Bon, aujourd'hui, la mode est de comparer les aventures spatiales américaines entre la NASA, qui est une vieille administration qui paraît fatiguée, et que nos collègues de la Cour des comptes américaine auditent régulièrement, et des initiatives privées que vous connaissez bien. Je ne sais pas du tout si cette comparaison serait pertinente pour des grands projets, je dis bien des très grands projets, comme vous le mentionnez, en Europe et spécialement en France. Voilà. En tout cas, l'héritage dont nous bénéficions, c'est aussi le modèle français. Je ne vais pas en appeler au général de Gaulle. C'est des projets qui sont financés. Pensez au CEA, par exemple, et au projet. Le CEA a un portefeuille qui est beaucoup plus large, évidemment, que le nucléaire, vous le savez, sur lesquels, avec une couche, si je puis dire, raisonnable de bureaucratie, l'État réussit à engager un effort significatif. Je ne sais pas si c'est une rupture. Serons-nous capables de reconduire? Est-ce que ça n'est pas une phase historique? Est-ce que c'est adapté à l'ère contemporaine? Je ne le sais pas. Mais je crois que la Cour, là-dessus, ne pourra pas vous donner beaucoup d'éclairage. Merci, Monsieur le Président. Comme plus personne ne souhaite intervenir, le formalisme exige que nous autorisions la publication du rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette publication? Non. Il sera donc publié. Je vous remercie pour la qualité de nos débats. Je remercie la Cour pour ses travaux. Et je vous rappelle que nous avons une commission des finances à 15h, enfin commission d'enquête, en format commission des finances. Et nous recevons Monsieur Olivier Garnier, directeur des études économiques de la Banque de France. Merci beaucoup.